Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'argent, on va sortir ces petites tirelires cochons et toutes ces économies. Vous allez aussi me sortir votre plus belle calculette Casio. Oui, je suis un vieux, je suis d'une époque où on était comme des fous le jour où on pouvait écrire des phrases sur une écran de calculette, la fameuse calculette graphique. Mais bon, je m'égare. Oui, aujourd'hui, on va vous préparer un joli budget pour partir en vacances au Japon. Bon, vous le savez maintenant, quand on parle de budget et d'argent, c'est toujours super compliqué. On est tous différents, on a tous nos modes de vie, et pour certains, vivre chez l'habitant ou bien partager un lit superposé, ça ne pose aucun problème. Alors que pour d'autres, c'est totalement impensable de ne pas avoir un très bon confort en voyage. Trop souvent, j'ai lu sur internet des grands débats sans fin là-dessus avec des gens qui critiquent les autres pour dire que non, on peut partir pour plus cher ou l'inverse, bref, toujours le même rengaine. Cet épisode sera juste une référence pour votre propre budget, à vous de l'adapter suivant vos habitudes de voyage et de vie. Mais rentrons dans le vif du sujet tout de suite, c'est l'une des plus grosses dépenses de votre voyage, ça sera le billet d'avion. Donc là aussi, il y a à boire et à manger. Habituellement pour ma part, j'utilise la société japonaise ANA pour aller au Japon. Je n'ai jamais eu de soucis avec eux, ça s'est toujours bien passé. Et pour vous dire, ils m'ont même remboursé mon billet intégralement après l'annulation à cause de la crise du Covid. Donc c'était plutôt chouette. Quand je pars, un billet aller-retour, ça me coûte en moyenne entre 700 et 900 euros en vol direct. Après, ça va dépendre des périodes. Je suis souvent parti au moment des cerisiers en fleurs, donc en mars-avril, mais je sais que l'été, souvent les prix vont gonfler. Mais comptez environ 850 euros en moyenne pour partir hors été, on va dire. Mais si votre budget est plus limité, il y a moyen de partir pour 450 euros environ au Japon, en passant par un vol avec une ou plusieurs escales. Parfois, l'escale peut être très proche, genre en Finlande ou en Allemagne, à peine 1 heure après votre décollage. Donc je parle de l'aller, bien sûr. Du coup, c'est plutôt chouette parce que vous n'êtes pas encore en mode je dors, etc. C'est une toute petite transit. Vous rentrez dans l'avion, 1 heure après, vous sortez et après, vous avez le gros voyage qui se finit. C'est pas... Moi, je préfère ce genre d'escale que l'escale qui va vous amener, par exemple, à Hong Kong où vous avez fait, 10 heures de vol et vous allez devoir attendre 6 heures sur place pour ensuite faire les 2 dernières ou 3 dernières heures de vol qui vous restent. Ça, c'est moins mon kiff, on va dire. Mais il y a aussi donc d'autres escales, comme je vous l'ai dit, qui sont possibles au Qatar, à Taïwan, etc. Bref, on m'a souvent dit, le Japon, j'adorerais y aller, mais ça doit coûter vraiment trop cher, je peux pas, c'est pas dans mon budget. Mais comme vous pouvez le voir, les billets d'avion ne sont pas si excessifs, et même si vous avez un petit budget, ça reste totalement possible. Ensuite, le deuxième gros point de dépense, ça va être le logement. Et là, on en a déjà parlé, il y a aussi à boire et à manger. Vous pouvez soit dormir chez l'habitant, trouver des petites auberges de jeunesse par exemple. Moi, pour mon premier voyage, j'avais fait une auberge sur Tokyo pour 25 euros la nuit, dans une toute petite chambre, mais j'étais tout seul. Donc 25 euros à Tokyo, c'est pas si cher que ça finalement. Il y a moyen même de trouver des lits à 16 euros dans des chambres partagées. Donc si votre budget est limité, vous pouvez dormir pour pas trop cher quand même à Tokyo. Vous avez aussi les hôtels ou les Airbnb. Avant, par exemple, sur Tokyo, il y avait de très bons plans sur Airbnb. J'avais eu un super appartement pour 80 euros la nuit avec un balcon totalement magnifique où j'avais une vue splendide face à la Tokyo Tower. L'appartement était moderne, hyper chouette. Et quand je dis que c'était en face, j'étais vraiment à 30 secondes à pied avec une vue magistrale dessus. Il y avait même un rooftop privatif pour l'immeuble avec des canapés, une vue à couper le souffle sur la tour. C'était magique. Mais hélas, maintenant, les prix sont montés à la hausse depuis la loi pour contrôler les Airbnb. Et à part si vous pouvez partir à plusieurs, en solo, c'est beaucoup moins intéressant les Airbnb. Il reste encore quelques pépites, donc n'hésitez pas à chercher. Mais voilà, ça devient plus compliqué. Moi, je me souviens aussi avoir vu des Airbnb à Tokyo pour 50 euros, des petits studios vraiment chouettes, 50 euros la nuit, c'est pas si cher que ça, hein. Et surtout quand vous avez votre appartement qui n'était pas un appartement pourri et bien placé, maintenant c'est plus compliqué de les trouver. Aussi, l'avantage du Airbnb, c'est que vous avez un peu l'impression de vivre comme un local, vous pourrez faire la cuisine, faire vos courses, et à ce petit côté chouette et sympa du Airbnb que j'aime bien. Mais pour les budgets moyens, la meilleure solution, ça sera sûrement l'hôtel si vous êtes seul. Il y a une offre gigantesque dans Tokyo et à tous les prix. On peut trouver des chambres à 50 euros la nuit par exemple, même si la plupart du temps on s'approchera des 70 euros. Bien sûr, après vous pouvez monter très très loin, très très haut, vous vous en doutez, suivant le luxe que vous voulez. Il y a aussi la solution du ryokan, luxueux pour se loger. C'est une ancienne auberge japonaise, souvent accompagnée d'un onsen et d'une ambiance vraiment 100% japonaise old school. C'est à essayer obligatoirement pendant son voyage. Après,
peut-être pas à Tokyo, essayez de le faire dans un endroit qui soit un peu moins touristique, ça vous coûtera un petit peu moins cher et puis ça sera un petit peu plus dans l'ambiance, je pense. Une autre option rigolote, c'est les capsules hôtels. Je vous ai déjà fait un épisode entier là-dessus et là aussi, il y en a pour tous les goûts. À Tokyo, on peut trouver des capsules hôtels à 25-30 € qui sont bien placées, pour la nuit donc, comme des beaucoup plus chères qui peuvent aller à plus de 100 €. Oui, 100 € la capsule hôtel, mais souvent vous allez plus vivre une expérience et pas juste la capsule hôtel basique. Pour ma part, j'ai déjà testé par exemple Book & Beds, un capsule au milieu d'une bibliothèque. C'était vraiment chouette comme ambiance, mais je ne conseillerais pas de passer beaucoup de nuits sur place non plus. Pareil, je vous invite à écouter le podcast que j'avais fait au sujet des capsules hôtels, j'en parlais. Et quand je vais à Tokyo maintenant, depuis 2018, je vais systématiquement à Millennials Shibuya, qui est un capsule hôtel vraiment confort, qui peut être parfois un petit peu cher. La chambre peut coûter 90 € la nuit, mais en tombant sur les bonnes périodes, on peut l'avoir à 45-50 €. Pour 90 € la nuit, c'est abusé, j'y suis même jamais allé à ce prix-là. Mais pour 50 €, c'est vraiment un endroit chouette où j'ai aucun problème vraiment pour rester 15 jours sur place. Là, pareil, j'en avais parlé longuement dans l'épisode, donc je vous conseille de l'écouter. Moi, mon conseil personnellement pendant votre voyage, c'est de privilégier les Airbnb ou les hôtels, ou une share house pour les petits budgets. Mais essayez aussi de tenter quand même l'expérience capsule hôtel au moins une nuit, que ça soit le basique si vous avez un budget serré parce que c'est marrant, ou un à thème si vous avez un peu plus d'argent parce que c'est plutôt chouette, le Books & Beds, moi j'avais passé un bon moment sur place pour le côté plus fun de l'expérience. Et comme je vous le disais, tentez un ryokan, mais ça on en a déjà parlé. Mais vu qu'on est quand même dans l'histoire du budget, les ryokan ça va être forcément, il y a des chances plus coûteux, mais il y en a aussi des pas chers. Moi j'en avais fait un à Miyajima pour 50 € la nuit. Sachant que Miyajima, normalement les ryokan sont assez chers, je ne sais pas si j'ai eu de la chance, c'est parce qu'il venait d'ouvrir, il l'avait peut-être refait, qu'il n'y avait pas trop de clients, c'était nouveau. Mais j'avais eu une belle expérience pour pas trop cher et j'étais vraiment en plein centre de Miyajima, devant les embarcadères, avec tous les daims devant la fenêtre. C'était vraiment super chouette comme expérience, donc je vous encourage, si vous avez le budget à le faire, faites des recherches, peut-être que vous allez aller dans un coin un peu plus paumé où les prix sont un petit peu plus réduits. À vous de regarder. Et pour faire quelques économies aussi, si vous êtes baroudeur, vous pouvez opter pour les bus de nuit. Bon, vous n'allez pas dormir dans les bus chaque soir, je pense, après pourquoi pas, mais cela vous permettra de faire quelques économies de nuit d'hôtel par exemple. Vous l'avez compris, là aussi, il y en a pour toutes les bourses. On peut très bien dormir pour une quinzaine d'euros, voire moins, et aller dans des hôtels à plus de 200 € la nuit, 2000 € la nuit, tout est possible. Mais sachez que si vous avez un budget moyen, on peut trouver des chambres d'hôtel facilement à 50-70 € la nuit, ça se fait. Alors attention, l'année prochaine, il y aura les JO, peut-être qu'à Tokyo, ça sera plus compliqué à ce moment-là. À voir. Et un dernier conseil que j'aurais à vous donner sur le choix de votre lieu de vie, c'est de vous faire des bases arrières. Vous l'avez compris, si vous écoutez un peu mes podcasts, j'aime bien faire ça et je trouve ça pratique. Essayez de rester une semaine ou 10 jours dans une ville et rayonner. Cela, ça vous permet peut-être d'avoir un loyer un petit peu moins cher, un peu plus bas que si vous restiez 2 jours. Parfois, les hôtels ou les Airbnb font des réductions parce que vous restez plus longtemps. Donc, mine de rien, ça peut vous éviter de bouger vos valises tous les 2 jours, ça peut vous éviter, vous faire réduire un petit peu la facture. Ça peut être une bonne option. En plus, les trains sont vraiment bien fichus avec beaucoup de dessertes au Japon. Donc du coup, les day trips, c'est assez facile. Il y a un autre conseil en vacances, c'est de trouver un lieu près d'une gare. Ça vous fera gagner du temps tout simplement pour vos day trips. Si vous avez encore 30 minutes de trajet par exemple ou 1 heure pour rejoindre votre domicile, c'est toujours ça de moins dans la journée par exemple. Si vous faites 2 heures de train, ça vous permettra peut-être d'explorer une région éloignée en day trip si elle est à 2 heures par exemple. Alors que si vous devez rajouter 30 minutes ou encore 1 heure x 2 pour rejoindre votre appartement de la gare, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc essayez de faire des choix stratégiques à côté de gare. Il y a souvent des hôtels et des Airbnb qui sont proches de la gare, mais essayez de pas trop vous éloigner, sauf si vous voulez une expérience un petit peu slow, être un peu loin, profiter de la ville. Dans ce cas-là, autant être loin de la gare. Mais si vous voulez faire des day trips, toujours être très très proche de la gare, c'est vraiment un conseil pratique et qui est efficace. Donc ça y est, on est au Japon, on sait où dormir, maintenant il va falloir manger. Et là, pas d'inquiétude si votre budget ne vous permet pas de faire des folies. On mange bien, voire très très bien au Japon et on trouve facilement des petits restaurants qui payent pas de mine et qui ne coûtent pas cher. Là aussi, ça va être difficile de vous faire un budget précis. Ça va dépendre de votre appétit. Moi, par exemple, souvent, je ne mange pas le midi, juste le soir. Et je préfère en voyage dépenser de l'argent dans les coffee shops et les pâtisseries plutôt que dans les restaurants. Mais en moyenne, je compte 30 € par jour, que ça soit pour manger et boire des cafés. N'oubliez pas par contre qu'au Japon, il y a des restaurants et des cafés partout. Vous serez tenté d'essayer plein de choses, donc prévoyez quand même un peu large. Même si vous pouvez très bien avoir un petit budget, en allant dans des combini, grignoter un ou deux onigiri de temps en temps, vous allez quand même pouvoir vous faire plaisir et aller dans des restaurants aussi qui ne seront pas trop chers. Vous allez vous en tirer pour 10 balles et très très bien manger, voire moins de 10 balles. Vous pouvez très bien manger pour 6-8 € dans un restaurant. Par exemple, à Paris, manger pour 6-8 € dans un restaurant, j'entends, pas prendre un sandwich ou un kebab, c'est compliqué.
Du coup, alors qu'au Japon, c'est tout à fait possible. Mais là, c'est comme tout, hein, vous vous doutez, il y a aussi des restaurants qui coûtent très cher. Si vous voulez manger une bonne pizza dans un restaurant, ça va vous coûter très cher. Bon, vous allez me dire, vous n'allez pas au Japon pour une pizza, mais parfois, on a envie d'une bonne pizza. Les bières, ça coûte cher. Alors, si vous achetez des bières qu'on appelle la bière pipi, qui sont quand même bonnes, hein, mais moi j'appelle ça la bière pipi, au Combini, ça ne vous coûtera pas très cher. Vous allez pouvoir avoir des Sapporo à 5 € en restaurant. Mais si vous voulez de la craft beer, vous voulez une bière un peu sympa, que vous voulez tester un petit peu des craft beer japonaises, d'avoir des goûts un petit peu sympas, là ça va vous monter tout de suite. On peut facilement arriver à 10 € pour une bière normale, là où elle vous aurait coûté 4 € en France. Là c'est 10 €, voire 15 €. J'ai déjà vu des bières à 20 € en craft beer, et c'est pas des gigapintes, hein, c'est une taille normale, quoi. Donc il faut prévoir un petit peu, suivant, pareil, vos envies, ce que vous avez envie de tester. Prévoyez quand même un budget large, parce que le Japon, ça donne envie. On a envie de manger, on a envie de boire, on a envie de tester des choses. Donc prévoyez quand même un petit budget bouffe assez conséquent. Si comme moi, vous êtes fan de café, vous savez, ça me tient à cœur, il faut compter environ 3-4 € pour un cappuccino ou un latte. À peu près pareil pour un filtre, ça va dépendre. C'est souvent entre 450 et 500 yens en gros, la boisson. Les gâteaux qui les accompagnent sont souvent à 3-4 € là aussi, mais là aussi tout dépend du gâteau, vous vous doutez, il y a des gâteaux qui vont être à 300 yens et d'autres qui vont être 800 yens le gâteau parce qu'il sera un petit peu plus élaboré. En plus de l'avion, du coup, vous aurez aussi d'autres frais de transport. Et là aussi, la facture peut vite grimper suivant ce que vous allez faire. Pour réduire la voilure, vous avez le fameux JR Pass. Là aussi, j'ai fait une émission sur le sujet. Mais comme je vous l'avais expliqué, n'hésitez pas quand même à faire vos petits calculs de trajet via Hyperdia et un petit fichier Excel pour voir s'il n'y a pas moyen de faire quelques économies en prenant une semaine au lieu de 2, un JR Pass par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, le JR Pass, il faut compter environ pour une semaine 240 €, pour 2 semaines c'est environ 380 €, pour 3 semaines 490 €. Donc c'est quand même un budget. Si vous partez 3 semaines en vacances, il y a mine de rien 500 € qui vont aller dans le transport JR, sachant que peut-être vous aurez un petit peu de transport à mettre en plus si parfois il n'y a pas de ligne JR, c'est rare, mais parfois c'est le cas. Ou si par exemple à Tokyo, la ligne JR c'est pas très pratique, ça vous fait perdre une demi-heure et que vous voulez être un peu plus direct, là vous allez prendre le métro et ça peut vite monter. Parce que justement, on va en parler du métro à Tokyo. Comme je vous le disais, ça peut vite monter si vous prenez le métro plusieurs fois par jour. Vous pouvez avoir un budget d'une dizaine d'euros pour la journée. Mon conseil perso, c'est de marcher le plus possible pour profiter justement des trajets. Mais bon, honnêtement, Tokyo c'est grand, vous aurez forcément besoin de prendre le métro pour gagner du temps. Et là, j'ai quelques conseils. Déjà, comparez bien les trajets. Il peut y avoir des différences de 1 ou 2 €, voire même un petit peu plus, pour le même trajet suivant la compagnie ou le nombre de changements que vous allez faire. Il y a souvent moyen d'y aller par plusieurs itinéraires et les prix peuvent vraiment varier. Pour ça, Google Maps, je crois, de mémoire, vous donne le prix du trajet. Donc n'hésitez pas à regarder les différents trajets qu'ils vous proposent et les prix, parce que parfois, pour 5 minutes de plus, vous allez gagner 1 €. Ou même parfois, pour le même temps, vous allez gagner 1 €. Mine de rien, 1 €, c'est pas grand-chose. Mais si vous faites ça pendant 10 jours, c'est toujours 10 € de gagné. Vous pouvez vous aller dans un resto sympa dedans si votre budget est un petit peu limité. Si vous avez le JR Pass aussi, prenez les trains JR ou la fameuse Yamanote qui forme un cercle dans Tokyo et qui dessert les principaux points touristiques. Les trains JR sont compris dans votre JR Pass, donc vous n'aurez rien à débourser si votre JR est activé. Autre petit tips, si vous venez par exemple de Kyoto et que vous avez acheté un train de Shinkansen, vous n'avez pas le JR Pass mais vous avez payé, vous venez de Kyoto, d'Osaka ou je ne sais où et vous arrivez sur Tokyo avec votre pass. Sachez que vous pourrez prendre la Yamanote gratuitement, c'est compris dans votre pass. C'est-à-dire que tant que vous ne sortez pas de votre trajet, donc vous avez pris le train, vous enchaînez sur le métro, vous pouvez prendre le métro et du coup vous arrêtez à une station. Ça ne sera pas payé, vous pouvez utiliser, mais il faut prendre juste la Yamanote, enfin un train JR. Si vous sortez de ce circuit-là et que vous prenez un autre métro, là bien sûr il faudra payer. Moi, personnellement, souvent à Tokyo, je prends un métro à l'aller et au retour j'essaye de rentrer à pied, même si c'est loin. Parce que comme ça me permet de faire quelques économies et en plus de découvrir de nouveaux trajets, des petites ruelles pas touristiques, mais qui sentent bon le Japon. Ou alors je vais peut-être sur des longs trajets cibler un métro un peu plus loin et me dire je vais pas faire de changement, je vais prendre juste ce métro là-bas, je vais marcher pendant 1 heure jusque à ce métro et prendre la ligne qui va directement chez moi et qui est un petit peu moins chère. Ça permet de marcher, de pas trop perdre de temps non plus. Si par exemple vous en avez pour 3 heures pour rentrer à votre logement, vous allez peut-être marcher pendant 1 heure, économiser 2 heures de transport et faire le trajet en un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure, 2 heures, je pense que je marche plus vite que ça quand même, mais voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée en gros. Pour les longs trajets, j'ai déjà parlé, mais pas mal des transports, je vais quand même revenir là-dessus en détail. Donc soit via le JR Pass, soit par les Shinkansen aussi qui vont être assez coûteux.
Si vous avez du temps et moins de budget, vous pouvez faire les trajets en train locaux, mais souvent ce n'est pas très avantageux au final. C'est la première idée qu'on va se dire, on va dire bah, on va prendre un train local, ça va coûter moins cher. Mais en fait, quand on compare, le prix va être plus bas, mais pas de beaucoup. Pour se taper 8 heures de transport, là vous auriez pu en mettre 2. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Il vaut peut-être mieux préférer les bus de nuit dans ce cas-là, qui sont plutôt confort en plus au Japon et qui sont assez économiques. Pour les day trips dont je vous parlais, si vous avez un JR Pass, ça vous coûtera bien entendu rien du tout. Mais si vous n'avez pas beaucoup de day trips et qui ne sont pas coûteux, par exemple, dans le Kansai, on n'a pas besoin d'un JR Pass pour aller à Nara, pour aller à Kyoto, pour aller à Osaka. Faire un Osaka-Kyoto en aller-retour en train local, ça vous coûtera que 8 euros. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ces petits calculs. Et en parlant de transport, vous aurez besoin aussi d'un accès Internet pour pouvoir vous retrouver plus facilement, bien entendu. Alors il y a les pockets Wi-Fi, j'en ai déjà parlé aussi, ou bien des Airbnb qui vont vous proposer leur pocket Wi-Fi. Souvent ils sont de piètre qualité, mais ils peuvent quand même faire l'affaire. J'en avais parlé aussi dans une émission où je parlais de pocket Wi-Fi. Je recommande tout de même de partir avec une connexion Internet avec vous, je pense que c'est plus sécure. Vous avez le choix entre du pocket Wi-Fi, où là il faut compter environ 4-5 euros par jour, avec un pocket Wi-Fi qui va être en illimité, voilà. Mais il existe aussi des offres moins coûteuses qui sont des cartes SIM data only qui seront limitées elles en data mais qui ne sont du coup pas très coûteuses. Je n'ai plus les prix en tête mais je me souviens qu'il y avait des offres limitées dans le temps du genre pour 2 semaines, 1 mois, etc. avec 7 Go de data par exemple. Ce qui peut être un bon compromis si vous voulez faire juste du Google Maps et surfer un chouïa juste pour chercher un truc. Un peu de réseaux sociaux mais pas trop, pas trop de dépenser de data. Ça peut baisser un peu la facture. Ces cartes SIM, vous pouvez les trouver très facilement, je pense à l'aéroport, ou alors dans les big caméras ou les Yodobashi caméras, il y a toujours des offres pour les touristes justement qui sont là sur place. Donc c'est bon, on a tout, on est prêt pour se balader, mais là encore, il va falloir prévoir encore un autre petit budget. Car si vous êtes du genre comme moi à aimer déambuler dans les rues, vous pouvez très bien vous en tirer pour 0 € de frais, mais parfois il y a des parcs, il y a des temples payants, il y a peut-être autant de temples gratuits que de payants au Japon, donc à vous de voir si votre budget est serré ou non. Bien entendu, les temples payants sont souvent peu onéreux, ça va être entre 1 ou 2 euros ou bien 5 euros la plupart du temps. D'autres peuvent monter parfois jusqu'à 13 ou 15 euros. Ce n'est pas énorme, mais si vous faites chaque jour 5 à 6 temples, ça peut vite monter, vous allez vous retrouver avec un budget de 20 euros qui n'était pas spécialement prévu à la base parce que vous n'avez pas pensé à calculer ces dépenses-là. Donc il faut faire attention et bien vous fixer un petit budget journalier d'attractions à faire. Pareil, si vous allez faire des musées ou vous allez dans des tours payants, je vous conseille de repérer à l'avance les principaux spots que vous allez faire pour évaluer un budget, que cela va savoir combien ça va vous coûter pour éviter les mauvaises surprises pendant le voyage, parce que c'est souvent le genre de choses qu'on réfléchit pas trop. On va peut-être réfléchir au gros musée, par exemple le musée Ghibli, vous allez acheter votre billet à l'avance, donc vous savez savoir combien il va coûter. Mais c'est vrai que les temples, mine de rien, 5 euros par-ci, 5 euros par-là, 5 euros par-là, 5 euros par-là. Il y a aussi les machines à boissons. Forcément, vous allez être tenté de vouloir acheter des boissons dans les machines à boissons. C'est pas grand chose, ça va vous coûter, je sais même plus à combien sont les boissons, à 150 yens, quelque chose comme ça, donc 1 euro. Mais ça part vite, vous allez prendre des boissons dès que vous allez avoir soif, parce que c'est pratique, et du coup ça peut vite monter, donc il faut faire un petit peu attention et surtout prévoir, tout simplement. Mais par contre, je le redis, rassurez-vous, si vous avez un budget qui est serré, vous pouvez profiter du Japon. Vous n'irez peut-être pas dans la Tokyo Skytree ou visiter le Kiyomizu-dera, mais vous avez des points de vue gratuits, par exemple à Tokyo, comme à la mairie de Tokyo, qui est gratuit, ça ne vous coûtera rien du tout. Il y a plein de temples gratuits dans Kyoto. Je ne sais plus si j'ai dit mairie de Kyoto ou Tokyo, donc vous avez compris, c'est la mairie de Tokyo. On peut profiter du Japon, même si on est un peu limité niveau budget. Marcher dans les rues, c'est déjà juste un étonnement. Bien sûr que c'est mieux si on peut aller voir les temples qu'on a envie, qu'on peut dépenser un peu plus d'argent pour les très jolis temples, mais on peut déjà vraiment kiffer. Si vous êtes limité, vous pourrez déjà profiter juste en vous baladant dans les rues. Ça sera déjà juste un plaisir. Si vous avez aussi un peu plus d'argent dans votre budget, n'hésitez pas à tenter des expériences comme les Japon Safari ou bien Tokyo Visit qui vous permettent d'appréhender mieux le Japon avec des guides de qualité. Alors attention, je vais mettre un petit warning là-dessus, tous les guides ne se valent pas. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà vu des étudiants faire guide. Ils étaient embauchés par des sociétés qui font beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, qui sont assez connus même sur les réseaux sociaux, qui sont... sur tous les réseaux sociaux fans du Japon, ils postent sans arrêt des belles photos, ils vous aguichent, etc. Ils ont l'air sympas en plus, vraiment. Mais au final, c'est pas eux qui vont vous faire guide, c'est des étudiants qui connaissent à peine les lieux. Alors je dis pas que les étudiants connaissent rien, moi j'étais étudiant aussi, mais moi je voyais dans mon école, il y avait la 3/4 des étudiants, ils se baladaient pas plus que ça. Et j'ai vu des guides étudiants, j'en ai rencontré des Français qui honnêtement connaissaient moins qu'un Lonely Planet. Donc vous payez alors que vous auriez juste acheté un livre et vous auriez eu les mêmes infos, il vous aurait amené aux mêmes endroits, n'a aucun tips. L'intérêt du coup est très très limité.
Attention, hein, je fais pas de la pub pour les Tokyo Safari ou Tokyo Visit, c'est juste que voilà, moi j'aime bien ces expériences-là. Enfin, les safaris, je les ai fait, Tokyo Visit, je l'ai pas fait, mais je connais Mathieu qui fait les Tokyo Visit et de ce que j'ai pu voir, je pense que la visite peut être assez sympa. Mais donc c'est juste que je veux vous dire, faites attention, renseignez-vous bien, allez voir les commentaires des autres gens, cherchez un petit peu, parce que je sais qu'il y a des guides, franchement, qui sont un peu... Je ne vais pas dire attrape-touriste, parce que vous passerez quand même, je pense, un bon moment. Hein. Les gens sont sûrement sympathiques, mais vous n'allez pas avoir l'expérience que vous auriez pu avoir, comme par exemple j'ai pu avoir avec les Japon Safari, ou que je peux voir ce que fait Mathieu avec Tokyo Visit. Ça a l'air d'être quand même vachement plus chouette. Vous allez découvrir des choses que vous-même, vous n'auriez pas trouvé, enfin, vous n'auriez pas trouvé par vous-même, alors que le petit étudiant qui va vous amener faire la visite, il y a peu de chances que... Enfin, encore une fois, il y a des étudiants qui vont faire très bien le boulot, hein. Mais moi j'en ai parlé avec quelques-uns, ça faisait pas rêver, hein. Quand je discutais avec eux de trucs basiques, ils connaissaient pas grand-chose finalement de la ville de Kyoto. Mais bon, du coup là on était surtout pour parler budget, et par exemple, je vais prendre ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà utilisé, c'est les Tokyo Safari, il fallait compter dans les 80 € pour une journée. Donc c'est un petit peu cher, non, un budget à 80 €. Quand je vous disais 20 € pour faire des temples, faites attention, 80 € ça commence à bien monter. Mais c'est une expérience que j'ai vraiment pas regretté. J'ai pas regretté l'investissement. Après, vous allez peut-être pas pouvoir tous les faire si votre budget est limité. Si vous êtes franchement, si vous êtes full budget, prenez un safari dans chaque ville. Après, découvrez par vous-même. Mais ça sera franchement idéal. Si vous pouvez faire 80 € Osaka, 80 € Tokyo, 80 € Kyoto, etc., Kobe et autres. Fukuoka, ils font aussi des safaris à Fukuoka maintenant. N'hésitez pas, hein, vous en aurez pour votre argent. Mais voilà, si vous avez un budget moyen, essayez d'en faire un, je pense que ça peut être sympa. Encore une fois, hein, je le répète, je ne suis pas du tout sponsorisé, ils ne me donnent rien du tout en échange. C'est juste que j'ai vraiment bien aimé l'expérience et que moi qui n'étais pas très guide à la base, j'ai apprécié faire une rencontre avec un guide parce que c'était un guide autrement, c'était pas l'image que j'avais du guide de base. Et il y a des endroits où je suis allé que j'aurais jamais trouvé tout seul, ou des restaurants où j'aurais jamais osé rentrer, j'aurais jamais su que c'était un restaurant et où j'ai super bien bouffé par exemple. Mais bon, 80 €, il n'y a rien d'obligatoire, hein. Je vous le redis, si vous n'avez pas de budget ou si vous êtes vraiment limité, marchez le long de la Kamogawa, c'est super et c'est gratuit, vous en aurez plein les yeux, donc pas besoin d'avoir plein d'argent pour partir au Japon. Et on va finir par un dernier point qui est totalement facultatif, mais n'oublions pas que le Japon, c'est le temple de la consommation. Il y a de fortes chances que vous vouliez repartir avec quelques souvenirs, que ce soit des goodies un peu geeks, des figurines d'animé, des couteaux de cuisine, des kimonos et autres tissus, je ne sais pas. Au Japon, vous n'aurez aucun problème pour trouver des souvenirs ou des propres cadeaux que vous allez pouvoir vous faire à vous-même. Là aussi, ça peut vite monter, car il y a des objets vraiment de qualité au Japon et donc coûteux. Mais si vous avez un budget limité, vous avez par exemple les 100 yen shop qui vous permettent de ramener des paires de baguettes, des gommes fantaisie, plein de petites bêtises, pour pas très cher, pour moins d'1 €, pour faire des petits cadeaux. C'est franchement sympa et ça permet de pas trop se ruiner. Mais prévoyez là aussi un petit budget car vous allez sûrement craquer, hein, forcément. Pour conclure, en voyage, dans mon cas personnel, je comptais environ une moyenne de 1 000 € par semaine. Certains vont trouver que c'est énorme et vont dire « mais c'était fou, 1 000 € par semaine, c'est pas possible, c'est too much ». Et d'autres vont dire « 1 000 € mais c'est pas assez, moi avec 1 000 €, je peux pas faire l'hébergement, je peux pas faire machin et tout, etc. » Mais on s'en fout, c'était juste mon budget, c'était mon budget à moi, avec mes attentes à moi. Encore une fois, comme je vous le répète, c'est très difficile de faire votre budget, on va tous avoir des rythmes de vie différents, des envies différentes. Certains vont être capables de claquer 30 000 € et ils vont trouver ça normal, d'autres vont claquer juste, je sais pas moi, 600 €. Moi 600 € avec les billets d'avion ça va être un peu compliqué, mais voilà, on va tous avoir des budgets qui vont être très très différents. Et pour vous donner encore à titre d'exemple, mes 2 mois au Japon que j'avais fait, mon deuxième voyage, m'avait coûté 9 000 €. Mais je m'étais fait plaisir, j'avais pris des Airbnb vraiment chouettes avec des pures vues à 1 000 € la nuit, n'importe quoi, à 100 € la nuit, parce que 1 000 € la nuit, j'en suis pas encore là. Et parfois, j'étais même dans des hôtels, donc à 50 € la nuit. Comme je l'ai dit, j'ai fait des auberges à 25 €, donc ça a équilibré un petit peu. Habitant à l'époque, en fait, dans un tout petit appartement parisien sans baignoire, etc., je voulais me faire plaisir pendant ces vacances, donc je me suis pris des logements sympas. Après les logements, peut-être que vous vous en foutez, que dormir dans une chambre partagée, ça vous suffira, mais que vous allez mettre de l'argent dans la bouffe parce que vous voulez bien manger là-bas. Pour mon voyage de 5-6 semaines, donc ça m'avait coûté 5 000 €, donc vous voyez en gros une moyenne de 1 000 € par semaine. Avion compris, j'entends. Je ne peux pas faire votre propre budget, juste vous donner des idées de prix et surtout des conseils de bien le préparer à l'avance afin de profiter au mieux du Japon. C'est un peu rebutant parfois, mais un bon fichier Excel, une petite soirée dessus, ça vous permettra de voir si vous pouvez vous accorder quelques extras ou si vous préférez par exemple baisser le prix des logements pour plus profiter des restaurants et des sorties ou inversement. Et ça permet d'avoir un premier pied dans le voyage. Moi j'aime bien, mais après je sais que certains, la paperasse préparée à l'avance, ça les saoule. Mais bon, préparez un minimum parce que l'argent, faut quand même faire attention.
Et surtout, si vous pensez que vous n'avez pas l'argent pour partir au Japon, faites vos petits calculs, parce que peut-être qu'en partant low cost, vous allez quand même pouvoir bien kiffer. Et honnêtement, moi je dirais pas à quelqu'un de partir s'il est en low cost et qu'il doit se limiter pour les restaurants, qu'il doit se limiter pour les sorties, parce que juste se balader au Japon, se balader dans les rues, être dans l'ambiance, c'est vraiment chouette. En attendant, c'est fini pour aujourd'hui. Pas de coup de cœur du moment car l'épisode encore une fois est un peu longué, mais on restera dans la planification dans le prochain épisode car je vous ai préparé des petites vacances à Hokkaido. Mais ça sera pour la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao mata, bye bye.